Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Magnus. Il s'agit d'un roman de Sylvie Germain publié en 2005. Franz George est tombé malade lors de ses 5 ans et sa mémoire s'est effacée. L'enfant doit tout réapprendre. Il lui reste de son passé qu'un ours en peluche à l'oreille partiellement brûlée et qui porte sur un foulard le nom de Magnus. Il vit avec sa mère, Thea Dunkeltal. Son père s'appelle Clémence Dunkeltal. C'est un médecin qui travaille dans un étrange établissement qu'il appelle asile et qui reçoit, selon la mère, des personnes de l'Europe entière. Les frères de sa mère sont morts à la guerre. Franz George imagine qu'ils sont morts en héros et qu'ils ont combattu sa maladie. Franz George paraît paresseux alors qu'en réalité il contemple ce qui l'entoure. Son père n'est pas affectueux envers lui. Cependant, le garçon est en admiration devant lui quand il se met à chanter avec sa voix de baryton. L'enfant le surnomme alors le maître de la nuit. L'enfant surprend des mots tels que guerre, défaite ou encore typhus. Clémence change alors de comportement et il devient plus nerveux. La famille s'en va de la maison. Le petit garçon pense qu'il fuit le typhus. Il se cache par-ci par-là dans une Allemagne ravagée par la guerre. Il change de nom. Clémence s'appelle maintenant Otto Keller, Thea Augusta Keller et Franz George Franz Keller. Ses parents lui interdisent toute allusion à sa vie d'avant. Le père se sépare d'eux avec la promesse de les revoir plus tard. La mère et le fils s'installent à Friedrichshafen. Ils vivent une vie moins faste qu'auparavant. On apprend la mort du Führer. Thea trouve un emploi de cuisinière dans un hôpital. Clémence finit par revenir. Les parents veulent partir pour le Mexique. Le père part d'abord sous l'identité d'Helmut Schwalbenkopf. Sa femme et son fils devront le rejoindre plus tard. L'attente de nouvelles de son mari irrite Thea qui s'exaspère contre son fils, encore bientôt rêveur à l'âge de 9 ans. Franz George n'a pas envie de devenir adulte quand il voit ou entend les dégâts causés par les grandes personnes. Se déroule un procès durant lequel le nom de son père est cité. C'est un criminel de guerre. Il a travaillé en tant que médecin dans différents camps. Il a participé aux sélections et à l'extermination. Le père de Franz George est recherché. Quelqu'un apporte la nouvelle du décès de Clémence. Il se serait suicidé dans l'état de Veracruz car il se sentait traqué. Thea doit renoncer à sa vie fastueuse, son mari étant mort, le reste de sa famille étant soit morte, soit de l'autre côté de l'Allemagne maintenant coupée en 2 parties. Sa santé se met à décliner. Un jour, Lothar, pasteur et frère de Thea, vient à la maison. Il habite depuis 12 ans en Angleterre et il va emmener avec lui Franz George. Lothar lui conseille de changer de nom et de prénom. Il se prénomme désormais Adam Schmalker. Il n'a pas beaucoup d'affection de sa tante Anne-Laure qui se méfie de ses origines. Thea meurt quelques semaines après le départ de Franz George. Le garçon a bientôt 13 ans quand Lothar le met au courant de ce qu'il s'est vraiment passé. Lothar et sa sœur étaient très proches. Cependant, après le mariage de Thea avec Clémence, le couple a eu des idées différentes, le couple de Thea rejoignant le Parti national-socialiste et Lothar se tenant volontairement loin de ses idées. Ce qui a fini de les diviser a été le mariage de Lothar avec une femme provenant d'une famille juive. Lothar rejoint l'église confessante, résistante à l'église allemande interdite aux non-ariens. Lothar et sa famille étant en danger, la famille émigre au printemps 38 en Angleterre. Clémence a eu une influence négative sur les frères de Thea et il les a fanatisés. Georges ne change d'opinion qu'après la mort de son frère Franz. Ne voulant plus se battre, Georges a été exécuté. Ce fait pourtant connu de toute la famille a été étouffé. Franz George apprend l'anglais en même temps qu'il continue l'apprentissage de l'espagnol, dernière langue apprise par son père, qu'il veut apprendre parfaitement pour dominer son père. Franz George a toujours avec lui son ours. Il remarque que sa mère a remplacé les yeux de la peluche par des boucles d'oreilles en diamant. Franz George vit avec son oncle, sa tante et ses 2 cousines appelées Erika et Else. La famille s'occupe bien de lui, mais
elle ne lui donne pas de l'amour. Franz George apprécie Peggy Belle, une rousse aux yeux verts qui est une des amies d'Else. Un jour qu'elle lui demande s'il la trouve jolie, il lui vole un baiser. Peggy est le fruit de ses fantasmes, mais elle se mariera à un autre. Franz George va voir une prostituée le jour des noces de Peggy. Franz George voit son premier-né qui est la fille d'Erika et qui s'appelle Myriam. Il atteint 18 ans et il fait des études de linguistique romane. Il part faire un voyage au Mexique et plus précisément à l'état de Veracruz. Un jour, il sauve Mary Glenarstones qu'il suivait et qui a failli se faire écraser par une voiture. Mary, prénommée May, l'invite à dîner avec son mari Terence. May lui prête un roman mexicain qui s'intitule Pedro Páramo de Juan Rulfo. Quand il lit ce roman, il se rend compte que cette histoire ressemble à la sienne. Le livre parle de la ville de Comala. Franz George décide de s'y rendre. Franz George attrape une insolation et, à cause de celle-ci, il a une vision de son passé. Il se revoit à Hambourg lors du bombardement. Il était alors caché dans une cave avec son ours et avec plusieurs autres personnes. En réalité, le bombardement était une opération nommée Gomorrah, qui a été effectuée par un raid de la Royal Air Force la nuit du 28 juillet 1943. Dans sa vision, Franz George se revoit s'enfuir avec une femme qui devait être sa mère et qui se fait tuer. Il a été prénommé Magnus car c'est le nom présent sur son ours en peluche. Il a été placé dans un centre en attente d'adoption. Il se souvient d'une femme qui est venue et qui s'est intéressée à lui car la mémoire de l'enfant étant vide, elle pouvait y inscrire ce qu'elle voulait. Sa mère adoptive a voulu lui prendre son ours en peluche car c'est un rappel du passé pour l'enfant. Franz George reprend connaissance à l'hôpital. À ses côtés se trouve May. Franz George ne veut plus s'appeler Adam, mais Magnus, car il pense que c'est son vrai prénom. May veut l'aider et elle veut aussi comprendre qui il est. May et Franz George deviennent amants. Elle dit que Terence n'est que son mari officiellement. Il est en réalité amant avec Scott. Franz George revient à Londres avec May. Il questionne son oncle. Lothar savait depuis qu'il a été chercher Franz George en Allemagne que ce garçon n'était pas son neveu. Thea était stérile et après la mort de ses frères, elle a voulu avoir un enfant. Ce n'était pas le choix de Clémence qui avait une maîtresse et un enfant d'elle. Lothar ne connaît pas la vraie origine de Franz George. Franz George remet les vrais yeux de l'ours à leur place et il jette les diamants dans la Tamise. Franz George suit May qui habite San Francisco. Il se déplace souvent à cause du métier de May car elle est critique artistique. Ils vivent comme dans une famille de 4 personnes composée de Franz George, de May, de Terence et de Scott. Pour gagner sa vie, Franz George se lance dans la traduction. Il oublie quelque peu son passé pour aller vers l'avenir. Cependant, 3 fantômes interviennent dans sa vie à ce moment-là. Tout d'abord, dans un restaurant, il entend des personnes parler une langue qui lui dit quelque chose et qu'il a parlé durant sa fièvre dans un hôpital du Mexique. Il apprend que cette langue est l'islandais. Deuxièmement, en 1961, il y a eu le procès du lieutenant Eichmann. Troisièmement, il se souvient d'une visite au zoo avec Clémence. Il avait alors rencontré la maîtresse de Clémence et son fils Klaus, pour qui Clémence avait bien plus de sympathie. Mais a la même maladie que son père et elle meurt rapidement dans les bras de Terence. Ses cendres sont répandues en montgolfière. Cette mort provoque des changements en Terence qui est abandonné par Scott. Elle provoque aussi des changements en Franz George car sans May, ses anciens démons reprennent le dessus. Il décide de rentrer en Angleterre après 12 ans d'absence et il se rend auprès de Lothar. La famille s'est agrandie car Erika et Else ont accouché de plusieurs enfants. Quand Franz George reprend des nouvelles de Peggy, il apprend que Tim, son mari, est décédé après être tombé d'une falaise. Franz George revoit Peggy qui veut apprendre l'allemand car elle va bientôt être professeure d'anglais dans une école de Vienne. Elle a changé de nom et elle s'appelle maintenant Margaret MacLean. Il accepte de lui donner des cours. Un jour, elle l'invite chez elle. Ils se rendent compte sur place que Peggy part le lendemain pour Vienne. Il lui dit qu'il s'ennuie et il lui reproche de ne rien dévoiler d'elle ni de son mari. Il lui dit qu'il ne l'aime pas. Franz George voit alors la scène de l'accident de Tim dans les yeux de Peggy. Peggy s'en va pour Vienne.
Quelque temps plus tard, Franz George reçoit une lettre de Peggy dans laquelle elle lui dit ce qu'elle a ressenti suite à leur dernière rencontre orageuse et qu'elle l'invite à venir la rejoindre à Vienne. Ils décident de la rejoindre et ils deviennent amants. Franz George passe quelques années en Autriche tout en revenant entre-temps à Londres pour rendre visite à Lothar. Ce dernier est paralysé, aveugle et mutique. Il finit par décéder. Franz George n'arrive que le jour de l'enterrement. Myriam lui donne quelque chose dans une boîte qui ne pourra ouvrir qu'une fois hors de Londres. Il se rend compte qu'il s'agit du masque mortuaire de Lothar. Franz George revient à Vienne. Peggy obtient un poste d'enseignante en Italie et ils préparent leur déménagement. Franz George et Peggy vont dîner dans une auberge. Quand Franz George entend chanter une voix de baryton, il reconnaît la voix de Clémence. Il demande au serveur de demander à Clémence de chanter le Lied de Schubert, appelé Geist der Liebe. Franz George apprend que Clémence s'appelle maintenant Walter Dörlich. Ce dernier est rejoint par son fils Klaus. Franz George passe un mot au serveur qui doit le passer à Clémence. Franz George s'en va rejoindre sa femme. Dans ce mot, Franz George révèle les différentes identités de Clémence et ses méfaits. Quand Clémence lit ce mot, il entre dans une colère noire. Grâce au témoin qui était dans l'auberge, Clémence obtient le nom de Margaret MacLane. Dans une rue, Peggy pousse Franz George car une voiture lui fonce dessus. Franz George n'est que blessé, mais Peggy est tué. La voiture a un accident peu après qui tue son conducteur, qui est Klaus, et qui blesse Clémence qui a la colonne vertébrale brisée. Franz George n'assiste pas à l'enterrement de Peggy car il est hospitalisé. L'incident est considéré comme un accident et non comme une tentative de meurtre. Clémence se suicide en s'empoisonnant. Franz George se défait des affaires de Peggy qu'il jette dans le Danube. Franz George part de l'Autriche et il se rend en France. Il s'installe dans le Morvan où il connaît une sorte d'hibernation, de décantation et où il fait son plein de vide. Franz George rencontre un vieil ermite, frère Jean, accompagné d'abeilles qu'il élève et dont il relève le miel. Quand le moine lui demande quel est son nom, Franz George dit qu'il l'a oublié. Ce n'est que plus tard qu'il se souvient qu'il s'appelle Magnus. Cependant, sur la poussière du sol, il écrit un tout autre nom. Quand il se réveille, il efface son nom et il ne se souvient plus de ce qu'il a écrit. Quand il se lève, Franz George retrouve frère Jean qui lui a préparé le déjeuner. Frère Jean lui fait remarquer qu'il vit comme un reclus et non pas comme un ermite. La prochaine fois, ça sera à Franz George d'aller vers lui. Pour lui montrer le chemin, frère Jean lui enverra des abeilles. Quand Franz George pense à partir, il reçoit la visite des abeilles. En les suivant, il rencontre le frère Jean. Ils écoutent ensemble les feuilles tomber, et dans cette écoute, Franz George se sent unifié à cet homme. Quand Franz George revient le surlendemain, il voit frère Jean au fond de la tombe qu'il s'est lui-même creusée et accompagné de quelques abeilles mortes. Franz George le recouvre de terre, et comme le lui avait demandé frère Jean, il rapporte l'habit au monastère. Franz George en apprend un peu plus sur frère Jean qui s'appelait Blaise Maupertuis. Franz George se sépare de ce qui lui est cher. Il enterre le masque de Lothar et il se débarrasse de son ours dans une rivière. Franz George s'en va allégé car débarrassé de la recherche de son passé. Ce roman est un parcours de vie qui va des 5 ans du personnage principal jusqu'à pratiquement la quarantaine. C'est un roman initiatique dont la quête est de retrouver ses 5 premières années oubliées et son origine. C'est également un roman sur une période de l'histoire, c'est-à-dire sur la débâcle allemande. La quête identitaire n'est pas si facile car il a oublié une partie de son passé, car on lui ment, car certaines personnes ne savent pas et ne peuvent pas lui répondre, car il a très peu d'indices, il n'a que ses visions et son ours en peluche, et car le temps qui passe diminue ses chances de trouver la vérité. Comme pour un puzzle, il est impossible pour lui de reconstituer toute l'histoire car on ne lui fournit pas toutes les pièces, car on lui fournit les pièces d'un autre puzzle et car le puzzle est incomplet. Franz George ne sait pas son nom, il ne sait pas son origine, il ne sait pas quelle est sa langue natale. Franz George change plusieurs fois de nom. Le premier restera inconnu. Il y a Franz George qui est le nom des 2 frères décédés de Théa. Il y a Adam qui a un nom passe-partout, mais aussi le nom du premier homme sur Terre.
Il y a Magnus qui en latin correspond à l'adjectif grand. Franz Georg n'est pas le seul à changer de nom dans le roman. C'est le cas de plusieurs autres personnages. Le changement de nom peut servir à se faire passer pour autrui auprès des autres, mais pas à changer de vie. Nous avons des coupables qui ne se reconnaissent pas en tant que coupables. Par exemple, Théa refuse de croire aux photos des déportés et elle dit à son fils qu'il s'agit de photos truquées. Il y a le père qui a peur d'être attrapé et jugé pour ses nombreux meurtres et qui pourtant chante un chant appelé l'esprit de l'amour. Si Clémence et Théa errent pour échapper aux conséquences, Franz Georg erre pour chercher son identité. Pour cela, il vit dans plusieurs pays, au Mexique, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre et en France. Un des buts de Franz Georg est la recherche de son identité, mais il est remplacé à un moment par la vengeance. Celle-ci est ratée puisqu'elle a causé la mort de Peggy et que Clémence ne sera jamais punie pour ses crimes puisqu'il s'est suicidé. Franz Georg lui-même s'en veut d'avoir cédé à ce désir de revanche. Le roman n'est pas écrit d'une traite, mais il se compose de nombreux fragments, notules, séquences, échos, litanies, éphémérides, etc. La trame principale est composée par les fragments. Le reste donne des explications sur les personnages ou sur une ville. Il donne également des paroles d'une chanson, des citations, des extraits de livres ou des réflexions de Franz Georg. Il y a une alternance entre les fragments et le reste. Dans les fragments, 2 passages sont écrits en italique. Il s'agit du passage de ses visions à Comola et à l'hôpital, ainsi que le passage dans lequel Franz Georg semble voir la vérité sur la mort de Tim. Il s'agit de moments étranges qui sont soit des hallucinations, soit de la voyance. Le texte peut paraître déstructuré. En effet, on ne parle pas de chapitres, mais de fragments. Ils suivent à peu près l'ordre du temps. Seuls 3 fragments ne sont pas dans l'ordre. Il s'agit du 1, du 0 et du fragment avec un point d'interrogation. De plus, les fragments sont sans cesse entaillés par d'autres textes. Chaque nouvelle partie commence sur une nouvelle page. Ceci donne des blancs. Le vide et le plein se côtoient. Même si on a sentiment de déstructuration, le roman comporte une série de miroirs. Il y a des phrases qui sont répétées dans le roman. Franz Georg semble rongé par les vers de Paul Celan, qui sont « Les noirs de l'aube, nous creusons une tombe dans les airs ». L'effet miroir se trouve aussi ailleurs. Ainsi, Franz Georg sauve May d'un accident de voiture, mais c'est ensuite Peggy qui le sauve aussi d'un accident de voiture. Lothar et frère Jean se ressemblent beaucoup. Tous deux ont eu une mort digne. Lothar a passé ses derniers instants et il a été enterré avec le texte qui s'intitule « Le sermon sur la montagne ». Le frère Jean a creusé lui-même sa tombe et il est mort avec ses abeilles. Franz Georg a 3 figures paternelles dans cette histoire. Il y a Clémence, Lothar, frère Jean. Le premier vrai père n'est jamais mentionné. Franz Georg est toujours à la recherche de quelque chose d'eux. Il va à Veracruz plus ou moins consciemment à la recherche de Clémence. Il garde le masque mortuaire de Lothar et il lui rend souvent visite après qu'il ait su qu'il n'est pas de sa famille. Franz Georg se rend 2 fois auprès de frère Jean, même si cet homme paraît étrange et que Franz Georg a d'abord connu une phase de rejet. À la fin, Franz Georg arrive à atteindre la sagesse de ses 2 derniers pères. Franz Georg n'est guère aimé de la part de ses familles. Clémence le déteste et préfère son autre fils caché. Théa lui apporte de l'affection, mais elle l'a choisi à cause d'une faiblesse, c'est-à-dire son manque de mémoire. Lothaire et Anne-Laure s'occupent de lui, mais ils ne peuvent pas lui donner de l'affection. Seules 2 femmes lui donnent de l'amour. Il s'agit de May et de Peggy. Franz Georg accouche plusieurs fois de lui-même. Tout d'abord de sa vraie mère, ensuite avec Théa qui doit tout lui réapprendre comme s'il était un nourrisson, et ensuite avec Lothar avec qui Franz Georg a un nouveau nom et une nouvelle nationalité. Il renaît après sa vision au Mexique où il apprend que sa mère n'est pas Théa et qu'il désire s'appeler Magnus. Il renaît aussi à la fin de l'histoire. À la fin du roman, nous avons un extrait de Saint John Perse qui dit que « Ici commence l'histoire d'un homme qui… ». À la fin, nous avons une quête non atteinte qui fait place au renoncement. L'oubli peut s'obtenir par la présence de certaines personnes, mais ces personnes sont mortelles et une fois mortes, les vieux démons refont surface. Au contraire, le renoncement peut tenir dans le temps.
D'un éclat de météorite, on peut extraire quelques menus secrets concernant l'état originel de l'univers. D'un fragment d'os, on peut déduire la structure et l'aspect d'un animal préhistorique, d'un fossile végétal, l'ancienne présence d'une flore luxuriante dans une région à présent désertique. L'immémorial est pailleté de traces, infime et têtu. D'un lambeau de papyrus ou d'un morceau de poterie, on peut remonter vers une civilisation disparue depuis des millénaires. À partir de la racine d'un mot, on peut rayonner à travers une constellation de vocables et de sens. Les restes, les noyaux gardent toujours un infrangible grain de vigueur. Dans tous les cas, l'imagination et l'intuition sont requises pour aider à dénouer les énigmes. D'un homme à la mémoire lacunaire, longtemps plombé de mensonges, puis gauchi par le temps, hanté d'incertitudes, et un jour soudainement porté à incandescence, quelle histoire peut-on écrire ? Une esquisse de portrait, un récit en désordre, ponctué de blancs, de trous, scandé d'échos, et à la fin s'effrangeant. Tant pis pour le désordre, la chronologie d'une vie humaine n'est jamais aussi linéaire qu'on le croit. Quant aux blancs, aux creux, aux échos et aux franges, cela fait partie intégrante de toute écriture, car de toute mémoire. Les mots d'un livre ne forment pas davantage à bloc que les jours d'une vie humaine, aussi abondants soient ces mots et ces jours, ils dessinent juste un archipel de phrases, de suggestions, de possibilités inépuisées sur un vaste fond de silence. Et ce silence n'est ni pur ni paisible, une rumeur y chuchote tout bas, continuellement. Une rumeur montée des confins du passé pour se mêler à celle affluant de toutes parts du présent, avant de voix, une polyphonie de souffles. En chacun, la voix d'un souffleur murmure en sourdine, incognito, voix apocryphe qui peut apporter des nouvelles insoupçonnées du monde, des autres et de soi-même, pour peu qu'on tende l'oreille. Écrire, c'est descendre dans la fosse du souffleur pour apprendre à écouter la langue respirer là où elle se tait, entre les mots, autour des mots, parfois au cœur des mots.